Stéphane, est-ce que tu serais prêt à partager avec nous ta perspective et ton expérience? Pour introduire Stéphane, il est directeur de l'Association pour la promotion de l'éducation et la formation à l'étranger en Belgique, mais aussi le directeur de la coopération bilatérale directe à Wallonie-Bruxelles International, qui administre les relations internationales des francophones de Belgique. Quand j'ai demandé à Stéphane, disons, une évaluation qu'il a marquée, il a indiqué un processus de suivi-évaluation au sein de son association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger, qui est un processus de certification afin d'atteindre ou une perspective de ISO 9001. Et pendant le Covid, malheureusement, il n'a pas eu le temps de trop cultiver ses hobbies parce que le volume de travail n'a pas été affecté. Tout est passé en télétravail et ce fut business as usual. Pour les 10 minutes prochaines, Stéphane, à toi. Merci beaucoup, Ziad, et bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je ne suis pas un évaluateur, je suis un utilisateur de l'évaluation. Et alors, un rapide mot sur le contexte dans lequel on envisage ces évaluations. Et bien sûr, c'est c'est le contexte de la coopération au développement qui était largement évoqué dans la conférence introductive. Et je partage beaucoup d'idées avec ce qui était dit par les deux orateurs précédents. Et évidemment, une de nos boussoles, c'est les objectifs du développement durable et bien sûr le cadre conceptuel de l'OCDE, et notamment la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Et à propos de laquelle il faut rappeler qu'elle met en place une série de mesures spécifiques de mise en œuvre et surtout établit un système de suivi pour évaluer les progrès et garantir, et ça c'est important parce que ça fait référence au pont finalement, garantir que les donneurs et receveurs se tiennent des comptes pour leur engagement. C'est la responsabilisation mutuelle. Et normalement, tout programme de développement bien préparé devrait l'être sur une base égalitaire entre les deux parties, celle qui finance et celle qui en bénéficie à égalité. Alors, les objets à évaluer en général chez nous présentent un niveau de complexité assez élevé. Il s'agit en général de programmes d'appui des politiques dans différents secteurs. Je ne vais pas les énumérer ici pour gagner du temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, ils sont décrits par une théorie du changement, donc Theory of Change en anglais, et que cette théorie du changement est co-construite avec les partenaires. Donc, la conception des programmes ne se fait pas chez nous, elle se fait clairement sur le terrain au travers de toute une série d'ateliers participatifs et inclusifs qui permettent de construire ensemble une cartographie du changement que l'on veut, que les bénéficiaires souhaitent opérer. Alors, au sens formel du terme, les évaluations sont pensées par l'APF qui dispose d'un service ad hoc pour l'évaluation, une cellule interne d'évaluation qui est engagée dans un parcours d'amélioration au départ d'une certification qui a été délivrée par le service spécial, le service de l'évaluateur spécial de la coopération qui répond directement devant le Parlement belge. Alors, toutes les évaluations e-parcours et les évaluations finales, enfin toutes les évaluations qui sont menées, s'inscrivent. Voilà, on fait appel à des évaluateurs externes et tout ça dans une procédure de marché public. Alors, ce qu'il est important de souligner, c'est que ces évaluations s'insèrent dans des processus plus larges de suivi
et d'évaluation qui viennent nourrir quoi? Mais les leçons apprises pendant la mise en œuvre des cycles stratégiques et plus largement les connaissances et l'expérience de l'organisation, pas seulement de l'APF, mais aussi de ses partenaires sur le terrain avec qui elle a co-construit les programmes et avec qui elle met en œuvre ces programmes. Donc, l'évaluation n'est qu'une étape du processus de suivi-évaluation. Cette évaluation est inclue complètement dans le système de gestion de la connaissance de l'association et c'est alimenté par d'autres processus externes. Alors, pour nous, évidemment, ces évaluations sont guidées par des termes de référence qui, là aussi, sont co-construits avec les partenaires, qui sont validés par le comité de pilotage des programmes. Et pour nous, on envisage... donc, il s'agit, comme je l'ai dit tantôt à propos de la déclaration de Paris, il s'agit de mesurer les progrès qui sont accomplis. Et ce qu'on demande à l'évaluateur, finalement, c'est d'accompagner, sur base de toute une série de réponses de questions auxquelles on lui demande de répondre, et qui va permettre un réel pilotage stratégique du programme. Et donc, son attente d'évaluateur, c'est qu'il vienne avec des outils, une ingénierie d'évaluation, donc il va garantir la qualité de la démarche évaluative, comme on peut garantir la qualité d'une démarche scientifique, par exemple. Et alors, il va accompagner l'organisation sur une période courte, hein, en général, mais pas toujours, ça peut être plus long. Et donc, pour affûter son regard sur ce qu'elle produit et l'écart qu'il y a entre ce que le programme produit et ce qu'il souhaite produire, tout en vérifiant que ce que le programme produit converge bien, que ce qu'elle produit et ce qu'elle souhaite produire, c'est ce que le programme produit, ce qu'il souhaite produire, c'est-à-dire le changement constaté et celui escompté, sont toujours bien pertinents par rapport à l'évolution du contexte dans lequel le programme opère et sur lequel finalement il rétroagit. Alors idéalement, l'interaction évaluateur-organisation, et programme plutôt, doit aussi contribuer au renforcement des capacités de pilotage stratégique de l'organisation, de ses partenaires, comme il doit aussi contribuer à renforcer l'expertise de l'évaluateur. Alors pour nous, et on l'a vécu, on vient de sortir de toute une série d'évaluations externes d'une dizaine de programmes. Pour nous, les principaux obstacles, et je n'ai pas entendu, si on l'évoque, mais on ne le dit pas clairement, ce sont les biais cognitifs qui sont naturellement présents dans le chef de toutes les parties prenantes, y compris et surtout aussi dans ceux des commanditaires et ceux de l'évaluateur. Et là, pour nous, le traitement de ces biais, la mitigation de ces biais, c'est là que réside l'enjeu du dialogue permanent entre commanditaires au pluriel et évaluateurs. Donc, réduire les biais autant que possible. Biais cognitifs dont il faut rappeler qu'il y a des taxonomies très complètes qui permettent il y en a énormément, hein, mais il y en a qui sont particulièrement, qui se rapportent particulièrement à l'attitude qu'un évaluateur peut avoir. Alors, d'une manière analogique, l'évaluateur, finalement, par rapport au complexe qu'il doit analyser, en tout cas pour nous, devrait avoir une attitude se rapprochant de celle d'un psychanalyste, hein, analysant son patient pour l'amener à avoir la meilleure vision de ce qu'il est et de ce qui ne l'est pas. Alors, en faisant ça, il tente de libérer son patient
des biais qui l'empêchent de voir objectivement ce qu'il est et où ce qu'il fait. Et de son côté, par l'analyse qu'il a faite préalablement de lui-même, le psychanalyste prend en compte dans sa démarche ses propres biais. Donc, pour nous, la posture la plus judicieuse des spécialistes de l'éducation est celle d'un accompagnement de type appui-conseil à l'organisation qui souhaite mettre en œuvre cette évaluation, et dans un souci d'objectivation, donc limitation des biais, et de renforcement de la qualité du processus d'évaluation. Voilà, j'ai été un peu généraliste, évidemment, mais là, vraiment, l'aspect sur lequel je voudrais insister, c'est comment les évaluateurs limitent l'effet des biais cognitifs sur leur démarche d'évaluation. Ça ouvre magnifiquement à un autre stream de débat qui est exactement cette notion de biais. Être engagé, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être engagé tout à fait d'une façon neutre, ou sinon où établir cette limite, quelles sont les bonnes pratiques, surtout comme tu l'as bien dit Stéphane, c'est le montage en soi-même, c'est-à-dire rarement on vient évaluer de façon spontanée ou parce qu'on a envie d'évaluer quelque chose. Il y a toujours un commanditaire qui s'attend à un cahier de charges auquel on doit souscrire, et en même temps où est-ce qu'on se positionne côté évaluateur, affaire à suivre. Je vois que, au risque de nous taxer dans cette session, qu'on n'est pas sensible au genre, mais Oumoul a l'air d'avoir disparu. En attendant qu'elle revienne, elle vient de réapparaître. Oumoul, tu nous entends? Peut-être pas. En attendant de demander l'intervention de l'oncle Jean-Marie pour résoudre ça, passons à Arnaud. Pour vous présenter un peu Arnaud, il est consultant indépendant en évaluation. On parlait avant, maintenant il nous parle de Paris, mais normalement il est basé en Équateur. Il y a eu une évaluation fondatrice pour lui qui est le projet Femmes du Monde de Quartier du Monde. Il y a beaucoup de monde là-dedans, qui l'a convaincu d'aller vers des méthodologies intégrant la perspective intersectorielle et de genre. Et pendant le Covid, il a pu reprendre le tennis. Si ça avait duré encore un an, il serait l'année prochaine à Roland-Garros. Arnaud, à toi. Bonjour à toutes et tous. Oui, donc voilà, c'est cette question de l'engagement, l'engagement face aux transformations de la société et puis du caractère indépendant de l'évaluation. C'est vrai qu'on voilà, c'est une question qu'on peut retrouver effectivement beaucoup. En gros, est-ce que le fait d'être engagé, alors engagé dans quoi, c'est bien la question, peut finalement remettre en cause le caractère indépendant de l'analyse et des jugements qu'on peut faire. Alors peut-être préciser, voilà, pour l'évaluation, quelques guides, peut-être d'abord sans que ça constitue nécessairement un engagement, mais voilà, j'envisage la pratique à travers déjà deux grands principes qui nous guident toutes et tous, je pense, qui sont le ne pas nuire, do not harm, et puis le no one left behind, qui est le ne laisser personne derrière. Donc vraiment deux principes, je pense, assez fondamentaux, globalement de la solidarité internationale, et qui, je pense aussi, s'appliquent du coup à nous, évaluateurs ou évaluatrices. Le fait aussi de, par nos études et les recommandations, de ne pas contribuer
justement à recommander des choses qui produiraient plus de mal que de bien, ou qui continueraient à invisibiliser ou continuer d'exclure certains groupes qui devraient ou auraient dû être visés par les programmes ou projets. Donc ces deux principes déjà très forts, mais avec un principe qui, je pense, est clair dans notre profession, qui est celui de l'indépendance. Donc le fait que l'indépendance de jugement, puisque notre jugement doit venir de l'analyse que l'on fait, de la triangulation entre différentes sources. Alors, la question, c'est peut-être sur l'engagement. Je n'ai pas parlé d'engagement politique, mais plus d'engagement méthodologique. C'est-à-dire que je pense qu'au titre des principes énoncés précédemment, on peut avoir cette notion d'engagement, on peut mettre en avant cette notion d'engagement méthodologique, c'est-à-dire un engagement qui est guidé par la volonté d'améliorer aussi la pertinence des recommandations pour in fine contribuer à des projets ou des programmes qui aient une action davantage transformatrice en tout cas sur les processus sociaux qui prétendent accompagner ou provoquer. Donc là-dessus, sur cet engagement, c'est plus donc un engagement méthodologique. Donc comment faire attention dans ses outils et son analyse pour voilà, faire en sorte vraiment que on puisse donner la parole à toutes et tous. Donc on a déjà voilà, entendu cette question de donner la parole à toutes et tous, donc d'avoir des méthodologies qui soient participatives. Effectivement, maintenant, il n'y a pas que la participation, c'est-à-dire que le fait de faire participer tout le monde, y compris les participantes et participants des projets en premier lieu, à des activités d'évaluation, ne va pas nécessairement garantir le fait de prendre en compte leurs paroles. Donc ça demande aussi un travail de d'évaluatrice pour être capable, pas seulement de faire participer ces personnes-là, mais aussi de faire en sorte que leur participation soit guidée pour pouvoir contribuer bien sûr un triangulé, mais à la réflexion sur la stratégie de mise en œuvre, sur les effets des projets, des programmes et des programmes eux-mêmes. Un autre point, je pense, d'engagement méthodologique aujourd'hui, c'est aussi de faire attention justement aux groupes marginalisés dans l'analyse. Donc, les groupes marginalisés, c'est quelque chose qui peut voilà, dépendre d'un projet, d'un programme à l'autre. Et effectivement, d'apporter dans son évaluation toujours cela. Donc, je pense à quoi, par exemple Par exemple, quand vous êtes dans un pays, qui possède plusieurs ethnies, plusieurs langues, par exemple, on peut penser au Kosovo. Eh bien, si on a un projet qui se concentre principalement, qui se concentre sur les jeunes, sans préciser nécessairement qui, eh bien, le fait regarder, voilà, qu'est-ce que c'est que les groupes marginalisés? C'est par exemple se dire, d'accord, mais est-ce que les jeunes qui, par exemple, ne sont d'un autre groupe ethnique, est-ce qu'ils ont accès à ces cours? Si ces cours ont lieu par exemple, dans la langue en albanais, est-ce que les personnes qui vont parler serbe peuvent y avoir accès? Donc, c'est se poser ce type de questions, même lorsque ça n'apparaît pas dans les indicateurs visés. Ou alors, c'est se poser la question, et ça, c'est cela que l'expérience d'évaluation qui a été mise en avant par Ziad a été fondatrice. C'est aussi la question des effets de genre, c'est-à-dire se poser la question, on regarde les indicateurs d'un projet, ce qu'il produit, etc. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes, par exemple, dans les activités? Oui, mais ça ne suffit pas. Est-ce que derrière le projet s'est intéressé aux effets spécifiques de genre dans la transformation sociale qu'il souhaite produire? Est-ce qu'il s'est concentré sur des enjeux spécifiques ou pas, liés en tout cas, aux discriminations dont des femmes ou certains groupes de femmes, parce que ça se croise aussi avec d'autres effets, ont pu faire l'objet? Donc, l'engagement méthodologique, moi, c'est faire attention à être inclusif, mais pas seulement à inclure, c'est-à-dire pas seulement à inclure dans la participation à des activités, mais à inclure dans vraiment l'apport pour l'analyse, toutes et tous, y compris des groupes marginalisés, et avoir une attention particulière pour certains enjeux tels que les enjeux de genre.
Donc, et au cours de ma pratique, bah, j'ai pu voir comment, par exemple, l'intégration d'une approche davantage transversale ou d'une approche aussi de genre, en fait, a pu, en tout cas, pour moi, me faire progresser, dans le sens où ça m'a permis de mettre à jour des effets que je n'avais pas vus avant, et donc aussi de faire des recommandations que je n'aurais pas faites si je n'avais pas appliqué ce regard-là. Donc voilà, pour moi, c'est pas un militantisme politique, c'est un engagement méthodologique pour gagner peut-être en pertinence dans ce que l'on peut conseiller et in fine faire gagner en pertinence et en impact les projets et programmes. Et ça, cet engagement méthodologique peut aussi nourrir un plaidoyer méthodologique. Bah, dans les instances dans lesquelles on participe, hein, comme aujourd'hui, ou lorsqu'on a aussi l'oreille des bailleurs, bah, sur bah, ces concepts-là, quoi, d'inclusion, de comment nous, méthodologiquement, on essaye d'inclure, parce que derrière, évidemment, si nous, on essaye dans nos méthodologies d'inclure, mais qu'on se retrouve face à des indicateurs qui sont fondés sur une autre vision, on se heurte à un mur. Donc, par exemple, lorsque l'on regarde les effets de genre et la question d'empowerment, par exemple, des femmes, on se rend compte que, voilà, sur pas mal de projets évalués, ce qui est important, c'est de partir de petits groupes de femmes, de travailler d'abord par petits groupes pour développer leur pouvoir d'agir avant qu'elles puissent faire tache d'huile auprès de la communauté, d'autres femmes, etc. Or, on a souvent des indicateurs de projet qui nous demandent de viser le plus grand nombre tout de suite, et puis sur des financements qui durent 2 à 3 ans. Et donc là, vous voyez, on a en tout cas, on a une dissonance entre des indicateurs globaux de bailleurs qui poussent à faire du chiffre, on va dire, et puis nous, ce qu'on peut voir en tant qu'évaluateur et ce qu'on peut conseiller, qui sont après par exemple, pousser des processus de long terme sur le pouvoir d'agir, mais à partir de petits groupes. Donc on a un travail de plaidoyer méthodologique à faire aussi, bah, pour que les bailleurs puissent aussi évoluer parfois dans leurs modalités, dans leurs critères, dans leurs approches aussi, dans les projets, leurs politiques publiques aussi, à partir voilà, du retour d'expériences qu'on peut leur faire. Donc c'est donc un plaidoyer méthodologique autour de la transformation sociale, et derrière, voilà, qui implique aussi peut-être un changement de perspective autour de la redevabilité. Redevabilité aujourd'hui beaucoup envisagée vis-à-vis des bailleurs, des donateurs. Or, lorsqu'on développe, voilà, aussi des méthodes plutôt liées à la transformation sociale, on se rend compte que cette redevabilité est davantage envisagée pour les participantes, participants. Donc voilà, et ça je voulais faire passer, c'était le fait qu'en tout cas, de mon point de vue, tout en ayant ce principe d'indépendance, on est tenu à un devoir d'engagement méthodologique, en tout cas, de devoir essayer, tenter de mettre en œuvre, même lorsqu'elles ne sont pas prévues dans les TDR, même lorsqu'on a quelques réticences en face, à inclure ces approches méthodologiques qui renforcent la transformation sociale, et aussi à participer à un plaidoyer méthodologique pour les promouvoir. Merci. Ah, Ziad, on ne t'entend pas. C'est parce que j'étais en mute. Eh ben, merci beaucoup. Les trois présentations se complémentent pas mal. Arnaud, tu as dans les commentaires Elodie qui voulait, disons, mettre en valeur quelques points que tu as dit. Et comme on a le temps, et je ne sais pas si on a les moyens techniques, Elodie, tu peux, si tu veux, ouvrir la caméra et le micro et nous parler de vive voix. Et sinon, toutes les collègues et collègues, je ne sais pas si c'est possible de votre côté, mais sinon, pour la discussion, vous pouvez mettre les questions dans le chat et on tâchera d'y répondre.
Donc, il paraît que Elodie ne peut pas nous parler de vive voix. D'abord, il y a Omoul qui dit dommage des amis voulait être de tout cœur avec nous. Elle est avec nous en esprit. Très intéressant ce point qu'aborde Arnaud. Je crois qu'il serait intéressant de valoriser pour les évaluateurs d'abord les analyses comparatives, c'est-à-dire rassembler les informations sur la façon dont certains groupes peuvent vivre différemment la même situation. Wow, spot on. Auquel ils participent, même si ce n'est pas demandé par le client principal, et ceci afin de mieux évaluer, cerner les risques et possibilités, offrir des recommandations qui vont dans ce sens. Ça résonne, Arnaud, ou pas? Tout à fait. Grand classique, hein. Les termes de référence vous demandent d'avoir une approche de genre. Alors vous y allez, vous voyez, dans l'approche de genre. Et puis première réunion, on vous dit oui, c'est très bien le genre, mais vous savez, en fait, ouais, voilà, on va pas trop au-delà de la participation homme-femme, ça va un peu loin là sur les interrogations, etc., etc. Donc ça, c'est un très grand classique qu'on a dans les évaluations. Donc là, ce qu'on essaye de faire, par exemple, effectivement, sur cette question de, voilà, quand c'est pas demandé, ou alors c'était demandé, mais en fait pas trop, parce que c'est souvent le bailleur qui peut pousser, ou alors quelqu'un dans l'équipe qui a poussé, voilà. On essaye quand même, en tout cas, de pas fermer la porte, de garder de garder la porte entrouverte, de trouver une manière de pouvoir l'aborder sous quand même une certaine manière. Alors, on dit c'est à visée prospective, pas tant à visée rétrospective, etc., etc. Parler de ce qu'ils peuvent faire sans le savoir avant de parler de ce qui pourrait être fait. Mais en tout cas, effectivement, je pense aussi l'engagement, c'est ça, c'est-à-dire essayer de pousser un peu et puis de trouver peut-être quelqu'un ou des personnes qui peuvent ouvrir un peu les portes ou laisser un peu les portes entrouvertes pour derrière les bousculer. Et une fois qu'on arrive à l'étape des recommandations, généralement des conclusions et recommandations, quand on apporte cet éclairage, voilà, là généralement, ça ouvre des discussions et des perspectives intéressantes. Je dis ça sur le genre, mais on aurait pu parler d'autres perspectives en tout cas. Voilà, mais ça vaut le coup effectivement de pousser parfois, même quand on sent quelques réticences, parce qu'au final, évidemment, si on est sur un projet sur lequel ça peut faire sens. Merci, merci Arnaud. Madi et Stéphane, je veux revenir vers vous sur cette question de co-création. Du côté de Madi, intégration permanente, continue et intentionnée des perspectives des populations cibles dans les processus évaluatifs. Stéphane, c'est plutôt upstream, plutôt d'en haut, du côté des bailleurs, en mettant les termes de référence et tout au long du déroulement de l'évaluation. Est-ce que cette notion de co-création devrait quelque part remplacer la sacro-sainte notion de neutralité, surtout aussi en la lumière des biais cognitifs et autres dont a parlé Stéphane. D'abord, Madi. Qui est en mute. Il faut ouvrir le micro, mon grand. Merci, Ziad. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important que j'aborderai sous l'angle de quelle est la finalité qu'on veut donner à l'évaluation. C'est très important, puisque l'évaluation n'est pas une fin en soi. C'est pour qu'on puisse en tirer des enseignements qui puissent être utiles donc à tous les acteurs du développement et également utiles aux bénéficiaires de l'action de développement. Et dans ce sens, la co-création est importante puisque ça participe de comment les gens, en tout cas les cibles, en tout cas les bénéficiaires du programme et de son évaluation comprennent le succès ou bien veulent qu'on mesure le succès du programme dont ils bénéficient. Donc,
l'omission de cet aspect va nous laisser continuer dans cette perception que nous avons de projeter nos finalités, nos besoins de développement dans ces communautés et ne pas prendre en compte vraiment ce qu'ils perçoivent comme leurs besoins de développement. Et donc, quelque part, si je te comprends bien, Madi, la bataille, c'est entre ce que la communauté veut, ce que le projet veut, ce qui doit être évalué et comment faire un alignement judicieux entre ces trois dimensions tout en respectant les cahiers de charges. Oui, je crois qu'en en tant qu'évaluateur, du côté méthodologique, je pense qu'il y a beaucoup de principes qui sont développés pour rester vraiment rigoureux en matière donc d'évaluation. Je pense, je parle de l'aspect méthodologique. L'aspect qui pose problème maintenant, c'est quoi? C'est comment rendre compte de ce qui est successful au niveau des communautés pour elles-mêmes. Je pense que c'est à ce niveau que nous pêchons. Et notre expérience, c'est un peu ça. Parfois, dans nos évaluations, nous sortons des résultats qui, si nous les rapportons aux communautés dans lesquelles nous avons travaillé, parfois ils se disent, mais est-ce que c'est ça qu'on voulait vraiment avoir, nous, à la fin du projet? Donc, c'est-à-dire que dans la co-création, peut-être quelque part, on a pêché à travailler avec eux sur les besoins de développement, à pouvoir mesurer jusqu'à quel niveau l'action de développement qui a été menée répond à leurs attentes ou non. Et donc, c'est à ce niveau qu'il nous paraît important de concilier cela, c'est-à-dire dans l'identification de la finalité du programme et dans le développement d'indicateurs aptes à capter ce que les communautés pensent comme amélioration de leur vécu. Et c'est pour ça... Stéphane, oui. Moi, je partage tout à fait ce que vient de dire Madi. Nous, en termes de co-construction, la co-construction intervient sur l'ensemble du cycle de programmation et donc forcément sur l'évaluation. Mais du début de la conception à sa clôture, à la clôture du programme, toutes les parties prenantes sont impliquées. Et en général, les programmes sont conçus pour répondre aux besoins exprimés en général par les bénéficiaires finaux. Donc là, on ne rate rien. Et ce qu'on attend, nous, ce qu'on attend simplement, nous, de l'évaluateur, c'est de mettre en place une méthodologie qui va objectiver ça. Donc de garantir que le regard que l'on va poser tous ensemble, donc l'APF, le partenaire institutionnel dans le pays et les bénéficiaires qui sont tous impliqués dans le processus, garantir que avec la méthodologie qu'il met en place, on a, je veux dire, le meilleur regard, et là, dans ce cas-ci, un regard en 3 dimensions sur les résultats produits par le programme. Mais qui fait l'objet, enfin, voilà, encore une fois, l'évaluation, c'est un momentum dans un cycle, et le suivi-évaluation, c'est quelque chose de permanent, hein, qui est fait par l'ensemble des... Voilà, il y a les comités nous, on a des comités de pilotage qui se réunissent au moins une fois par an, mais avant le comité de pilotage, il y a des comités techniques de suivi qui se réunissent tous les trimestres, et puis les unités de gestion du programme, et qui sont des unités mixtes, hein, qui ne sont pas, c'est pas l'APF, mais en général, non, c'est une équipe. D'ailleurs, nous, on n'a quasiment plus de coopérants, hein. On fait appel largement à l'expertise, et encore, à mon avis, insuffisamment, mais ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, à l'expertise locale, évidemment, qui est de grande qualité, qui, sur ces 50 dernières années, a pris une dimension extraordinaire. Et ça vaudrait de temps en temps la peine que l'on fasse appel à des évaluateurs des pays dits du Sud. J'aime pas ce truc, pour venir évaluer nos politiques ici
en Europe, qui viennent poser un regard dans l'esprit de ce que disaient tantôt nos deux conférenciers, dans un esprit de décolonisation. Cet esprit de décolonisation, il va se marquer aussi par le fait que mais venez en Europe, venez voir nos problèmes. Mais regardons en Belgique ce qui s'est passé. C'est catastrophique. Les inondations là dans l'est du pays, ces pauvres gens, on a des pauvres gens là qui sont toujours en train de ramer pour reconstruire leur maison, pour essayer d'assurer qui sont dans la survie, qui ne sont voilà. Et on a pourtant des gouvernements et des administrations qui sont soi-disant au top de leur capacité. Ben non, on ne parvient pas à résoudre ça. Et je ne vais pas parler de la pandémie, hein, parce que là, on voit qu'on est tous dans le même merdier, si vous voulez. Excusez mon anglais. OK. Très bien. Donc, on a encore 3 petites minutes dans la session. Je voudrais juste faire un plaidoyer, disons, on pense à une l'évaluation comme un processus qui commence et qui finit. Mais quelque part, peut-être, il faut étendre la ligne de temps. En amont, préparer, en prenant en considération tout ce que nos 3 conférenciers nous ont guidés aujourd'hui, mais aussi en aval. L'évaluation ne se termine pas quand on a un rapport de 100 pages qu'on met sur la table des intervenants. Il y a tout un processus en aval sur la management response, sur comment les parties prenantes vont l'utiliser, sur comment influencer tout ce qui se passe, etc., etc. Pour terminer, je voulais partager avec vous quelque chose. Et donc voilà. Quelque part, on a un petit chameau qui parle avec sa mère. Il lui dit, maman, j'ai quelques questions brûlantes que je voudrais te demander. Et sa maman lui dit, vas-y. Il lui dit, pourquoi est-ce qu'on a des bosses? Et là, elle lui dit, tu sais, mon enfant, nous, on est le bateau du désert, on peut survivre 14 jours sans eau, et à cause de ça, on a une bosse. Il lui dit, bah, maman, pourquoi nos pattes sont rondes et fines? Ben, elle lui dit, tu sais, mon fils, dans le désert, il y a du sable, c'est brûlant, c'est glissant, et donc nos pattes sont parfaitement faites pour marcher dans le désert. Il dit, j'ai encore une toute dernière question. Pourquoi est-ce que nos sourcils sont longs? Parfois, ils me gênent la vue. Elle lui dit, bah, écoute, maman, au désert, il y a des tempêtes de sable, il y a des particules, il y a le soleil qui tape fort. Et donc, du coup, on a besoin de sourcils longs pour protéger nos yeux. Et là, l'enfant dit, très bien. Donc, la bosse, c'est pour survivre dans le désert. Les patrons, c'est pour marcher dans le sable, dans le désert. Les sourcils longs, c'est pour nous protéger du soleil et du sable dans le désert. Mais alors, qu'est-ce qu'on fout dans le zoo? Et donc, voilà, il y a des fois, malheureusement, où nos évaluations sont faites selon les meilleures méthodologies, avec les meilleures bonnes pratiques, selon les cahiers des charges, par les meilleurs évaluateurs, mais finalement, ça reste dans le zoo. Donc, pour transformer, faut casser les barreaux du zoo, aller en avant. Je remercie mes 3 présentateurs, toute l'audience qui malheureusement a dû faire des mimes plutôt que de partager activement. L'avantage de ce format, c'est qu'on est connecté de Beyrouth à Dakar, à Bruxelles, à Paris et partout dans le monde. Mais le désavantage, c'est que toutes les étincelles que la FIF génère
peuvent rarement briller dans ce genre de médium. Je vous souhaite très bonne continuation et à bientôt. Merci beaucoup pour l'animation. Au revoir. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir.